Histoire des banques canadiennes. Donc, ça, c'est la partie 4 de la série de diapositives appelée Introduction pour le cours GSF 2103, Gestion des institutions de dépôt, Université Laval. Donc, je donne l'exemple ici de la Banque nationale. Donc, en 1848 est fondée la Caisse d'économie Notre-Dame de Québec par des membres de la Société Saint-Vincent-de-Paul, paroisse Notre-Dame à Québec, afin d'offrir un véhicule d'épargne aux petits travailleurs. Le but, c'est faciliter l'épargne des moins nantis. Donc, en 1855, certaines banques ont connu des difficultés et la faillite d'une autre caisse d'économie, la Caisse d'économie de Saint-Roch, effrite la confiance de plusieurs déposants qui retirent leurs fonds, mais la Caisse d'économie Notre-Dame de Québec réussit tout de même à survivre. Une caisse d'économie versus une banque. Donc, on a vu l'exemple précédemment de la Banque de Montréal, de la Québec Bank. Donc, une banque, comme telle, servait généralement les gens riches ou les commerçants. Une caisse d'économie ou une caisse d'épargne avait pour but ici de donner un coup de main aux petits déposants. Et là, on limitait certaines actions. Donc, les dépôts ne pouvaient pas excéder 500 livres. Il y avait une limite au montant que les gens pouvaient déposer. Donc, le fait de limiter les dépôts empêchait qu'un seul individu, ici, en vidant son compte, vienne ébranler les finances de la banque. Donc, si le dépôt maximal était de 500 livres, ben, quiconque se présentait vidait son compte. Ici, laissait la caisse, empêchait pas la caisse de poursuivre ses activités. Alors que si on avait plusieurs petits déposant 100 livres, et un déposant avec des dépôts de 10 000 livres, ben, le gros déposant qui vide son compte vient ébranler les finances de la banque. Ensuite, les caisses d'économie, elles, ne peuvent pas prêter de l'argent à n'importe qui. Elles peuvent seulement investir dans des titres publics, donc des titres détenus par le gouvernement, ou peuvent investir dans des actions de banque à charte. Donc, la Caisse d'économie d'épargne, elle, fonde la Banque nationale que l'on connaît aujourd'hui, la Banque nationale canadienne du Canada, en 1859-1860, dans le but de servir les intérêts de la bourgeoisie francophone de la ville de Québec. Donc, la Caisse d'économie d'épargne, elle, venait donner un coup de main aux petits déposants. Les petits déposants étaient majoritairement francophones à Québec à l'époque. Suite au coup de main donné aux petits déposants, bien, certains francophones se sont enrichis, certains francophones sont devenus des marchands. Et là, on avait la masse critique afin d'avoir une banque pour francophones. C'est la Banque de Montréal et la Québec Bank étaient des banques pour anglophones. Et là, à l'intérieur d'une banque, bien, la réglementation permettait des prêts plus importants, permettait des dépôts plus importants et permettait de créer encore plus de richesses à l'intérieur de la population francophone de Québec. Plusieurs banques francophones ont vu le jour. Entre 1835 et 1875, la Banque du Peuple à Montréal fut la première. Il y a ensuite eu la Banque de Jacques-Cartier, la Banque provinciale, la Banque Ville-Marie et ainsi de suite. L'émergence du mouvement Desjardins en 1900, lui, émanait d'un manque d'institutions financières dans les localités principalement francophones du Québec, donc à l'extérieur des grandes villes de Québec et de Montréal. Le système bancaire canadien tel qu'on le connaît aujourd'hui a été inspiré du modèle bancaire initial aux États-Unis qui a été mis sur pied par Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, qui est-ce? C'est un soldat qui a fait la guerre aux côtés de George Washington. Donc, Alexander Hamilton, c'est quelqu'un qui s'est enrôlé dans l'armée au commencement de la Révolution anglaise, qui s'est enrôlé dans l'armée à un certain moment donné et chez qui on a remarqué un certain talent de gestion de militaires. Ce talent-là a été reconnu par George Washington et George Washington lui a offert une position de haut gradé dans son armée. Une fois la révolution gagnée par George Washington, Alexander Hamilton ici est devenu un des premiers Founding Fathers. Et en fait, George Washington a nommé Alexander Hamilton son premier secrétaire du Trésor.
Donc, c'est à Alexander Hamilton qu'incombait le travail de mettre sur pied le système financier américain. Alexander Hamilton, lui, a conçu un système calqué sur le modèle des Écossais. Donc, les Écossais, eux, avaient un modèle de banque à succursales. Donc, quelques grandes banques avec de multiples succursales à travers le pays. Donc, Alexander Hamilton, lui, en 1791, suite à l'écriture de la Constitution américaine, avait créé un système, avait imaginé un système de bancaire dominé par une banque centrale s'appelant la Bank of the United States. Donc ça, c'était la First Bank of the United States, qui a été sanctionnée en 1791, qui, elle, opérait à la grandeur du pays avec un système à succursales comme c'est le cas aujourd'hui des banques canadiennes, Banque de Montréal, Banque Royale et ainsi de suite. Ce sont de grandes banques avec de multiples succursales. La First Bank of the United States a été sanctionnée avec une charte de 20 ans. Cette charte ne fut pas renouvelée en 1811, 20 ans plus tard, car une grande partie des actionnaires de la banque étaient anglais. Et à ce moment-là, il y avait des tensions entre l'Angleterre et les États-Unis. Ces tensions-là ont mené jusqu'à une guerre, la guerre de 1812. Mais en 1811, la First Bank a cessé d'exister, a été démantelée. Et on soupçonne que les Américains ont perdu la guerre de 1812 contre l'Angleterre, qui s'est déroulée le long de la frontière canadienne, dû à un manque de fonds à cause du démantèlement de la First Bank. Donc, ayant reconnu leur erreur, parce que peut-être qu'ayant conservé la First Bank of the United States, les Américains auraient réussi à envahir la région au nord de leur pays qui s'appelle aujourd'hui le Canada. Mais comme ce ne fut pas le cas, le Canada existe encore aujourd'hui. Mais les Américains ont reconnu leur erreur et ont reconstitué une banque semblable en 1816 avec, elle aussi, une charte de 20 ans. Donc la Second Bank, c'était une immense banque avec de multiples succursales. Mais encore une fois, les Américains ont toujours été méfiants du pouvoir, toujours été méfiants des institutions centralisées. Donc la charte de la Second Bank n'a pas été renouvelée en 1836. Les actifs de cette banque-là ont été dispersés à travers le pays. Ça a créé une période de spéculation qui a mené à une crise bancaire en 1837. Depuis ce temps, le système bancaire américain a plutôt évolué vers un système où on a une multitude de petites banques locales, très peu de grandes banques avec plusieurs adresses, ce qui est un système diamétralement différent du système canadien et beaucoup moins stable que le système canadien. Donc, un système de grandes banques à succursales est beaucoup moins sujet à faillite bancaire qu'un système de petites banques locales. Donc, on a vu que la première banque canadienne à voir le jour fut la Banque de Montréal en 1817. Et les articles d'incorporation de cette banque-là étaient fortement influencés par la structure de la First Bank of the United States. Donc, les articles d'incorporation, si on regarde le papier lui-même, on voit qu'en fait, ces articles-là, c'est mot pour mot les articles d'incorporation de la First Bank of the United States, imaginée en 1791 par Alexander Hamilton. Et les autres banques canadiennes qui ont été mises sur pied dans les années qui ont suivi étaient elles aussi fortement inspirées du modèle d'Hamilton. Donc, pourquoi est-ce que je raconte ça? Donc, Révolution anglaise, Révolution américaine, 1773, déclaration d'indépendance, 1776, victoire, 1783, écriture de la Constitution, ça prend plusieurs années, donc 1791, mise sur pied du système financier américain et de son système monétaire. Donc en 1817, quelques années plus tard, quand le Canada créait ses propres banques, on s'est inspiré fortement du modèle américain de 1791. L'Acte d'Amérique du Nord britannique de 1867 a conféré la gestion des banques au gouvernement fédéral. Le reste, les assurances, les caisses, les caisses d'économie étaient gérées au niveau provincial.
Au moment d'écrire la Constitution, le ministre des Finances de l'époque, lui, voulait un système bancaire qui s'apparentait à celui des États-Unis, qui était un système de banque unitaire, plutôt qu'un système de banque à succursale. Sauf que le Parlement n'a pas voulu de ce système-là. Le Parlement est allé à l'encontre du désir du ministre des Finances de l'époque. Et on a plutôt opté pour un système de banque à succursale, plutôt que le système des Américains. Donc, le Dominion Bank Act, c'est la première loi sur les banques qui a été écrite qui est entrée en vigueur en 1871. Et ici, on est spécifié quelque chose, certains items comme des limites sur la quantité de billets qu'une banque pouvait émettre, des limites sur le taux d'intérêt pouvant être demandé sur un prêt, donc c'était 7% à l'époque, des restrictions sur le paiement de dividendes aux actionnaires et la double responsabilité des actionnaires. La double responsabilité des actionnaires, ça empêche complètement la prise de risque par une banque. Si une banque fait faillite, les actionnaires remboursent leurs actions, plus doivent aller chercher l'équivalent du montant dans leurs économies personnelles. Donc, la double responsabilité des actionnaires, ça, c'est l'incitatif le plus criant, le plus important pour un actionnaire de bien surveiller sa banque afin que celle-ci ne prenne pas de risques inconsidérés. La double responsabilité des actionnaires a disparu le jour où la Banque centrale du Canada a été créée. Donc, la Banque centrale du Canada ici enlevait le privilège que les banques avaient de produire leur propre papier-monnaie, mais en échange, en contrepartie, on éliminait la double responsabilité des actionnaires.